Est-ce que les super-héros sont morts? Je pose la question car aujourd'hui, quand on parle de super-héros, on a tendance à mettre en valeur des séries comme Invincible, The Boys, Watchmen ou encore même des jeux comme Dispatch, et moi le premier. Et est-ce que tout ça n'est pas finalement à l'image de l'évolution de nos valeurs? Ou alors, est-ce que les super-héros n'ont pas disparu, mais qu'ils ont simplement changé parce que nous aussi, nous avons changé? Pour ça, il faut un peu de contexte et surtout se rendre compte qu'on a vécu dans une époque où le super-héros, au sens à peu près noble du terme, a colonisé nos cerveaux pendant 20 ans, chaque été, chaque Noël, sur chaque plateforme de streaming. On a tous passé un moment devant un film ou une série du MCU et ça a même fini par devenir, avec Avengers Endgame en avril 2019, le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma avec 2,79 milliards de dollars au box-office mondial. C'est tout simplement colossal. Alors qu'aujourd'hui, ce même MCU qui était pourtant au sommet a subi une ribambelle de flops, avec notamment The Marvels ou encore plus récemment Captain America Brave New World, qui sont à la fois des échecs critiques et aussi commerciaux. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, certes, ça en dit déjà beaucoup sur la mauvaise gestion de l'or qu'avait le MCU entre les mains, et aussi sur le possible phénomène de super-héros fatigue, comme évoqué par beaucoup de médias, qui viendrait du fait qu'on a eu un trop-plein de films de super-héros. Mais j'ai tendance à penser que ça, c'est pas totalement vrai, qu'on est plus sur une fatigue générale du MCU, car si on regarde à côté, le DCU repris par James Gunn, qui fait du James Gunn, s'en sort pas trop mal. Il se passe quelque chose chez le voisin qu'on ne peut pas ignorer, et ce quelque chose, c'est que les séries qui cartonnent à côté parlent aussi de super-héros. On a déjà The Boys, diffusé sur Amazon Prime depuis le 26 juillet 2019, où en gros le Superman du coin, Homelander, est un sociopathe qui laisse par exemple mourir 123 passagers d'un avion pour préserver sa réputation. Il a de sacrés problèmes mentaux, mais c'est l'être le plus fort de la planète. Ou encore, on a Invincible, animé par Amazon Prime aussi depuis mars 2021, où, en gros, le père du héros, qui a comme pseudo Omni-Man, et qui est aussi un équivalent quasi parfait de Superman, a décidé de massacrer à main nue et de façon ultra gore toute la Justice League locale, parce qu'en fait, c'est un Saiyan sous testo, et j'irai pas plus loin niveau spoil, c'est promis. Ou en tout cas, je vais essayer. On a aussi Peacemaker, écrit et réalisé intégralement par James Gunn, diffusé sur HBO Max, qui a pris la tête du classement dès sa sortie, et dont le héros, joué par John Cena, est un assassin gouvernemental qui est un gros trou du cul attachant qui cherche à faire le bien, mais a du mal à ne pas faire de dégâts à côté en gros. Ou encore, et pour finir, on a Dispatch, le jeu du studio américain Haddock, sorti en épisode entre le 22 octobre et le 12 novembre 2025, un bijou, 4 millions de copies vendues en quelques mois, et dans Dispatch, on ne joue pas un héros, on joue un ancien héros devenu employé de bureau qui gère les emplois du temps d'une équipe d'anciens super-vilains en reconversion. En bref, le cinéma du héros classique agonise, tandis que le récit du héros cynique et de la satire, lui, prospère. Et ce n'est pas parce que Hollywood a perdu son génie, ni parce que les scénaristes sont devenus plus talentueux chez Amazon que chez Disney, quoique, c'est surtout parce que nous, les spectateurs, on a changé. Et ce qu'on va voir, ce n'est pas une simple évolution de l'histoire du cinéma, c'est une histoire de santé mentale, mais surtout d'évolution de la société sur fond de changements imposés. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord comprendre comment ça a commencé, et pour ça il faut revenir à un moment précis, Cleveland, Ohio, en 1933. C'est dans ce décor qu'on va retrouver Jerry Siegel et Joe Shuster, qui ont 18 ans tous les deux et qui sont deux fils d'immigrés juifs, pauvres, fans de science-fiction, qui se rencontrent au lycée. En 1933 aux États-Unis, on vit ce qu'on appelle la Grande Dépression. Le taux de chômage a atteint 24,9% en 1933, ce qui veut dire qu'un quart des hommes en âge de travailler sont sans emploi et des familles entières dorment dans des bidonvilles qu'on appelle les Hoovervilles. C'est dans ce contexte que deux adolescents inventent un personnage qui peut soulever des voitures à main nue. Et il leur faudra 5 ans pour le vendre. Le 18 avril 1938, Action Comics numéro 1 arrive dans les kiosques. Sur la couverture, on voit un homme en collant bleu qui soulève une voiture au-dessus de sa tête. Tout ça pour la modique somme de 10 cents. Siegel et Shuster cèdent tous les droits au magazine pour $130 à partager entre eux, soit $65 chacun. Ils ne le savent pas, mais ils viennent de fonder un genre et de céder pour le prix d'un costume, ce qui deviendra des décennies plus tard une industrie à plusieurs milliards de milliards. Un an plus tard, en mai 1939, Batman apparaît dans Detective Comics numéro 27 créé par Bob Kane et Bill Finger. Et puis en décembre 1940, un an avant Pearl Harbor, un an avant l'entrée en guerre des États-Unis,
Captain America Comics numéro 1 arrive en kiosque. Sur la couverture, dessinée par Jack Kirby, Captain America est en costume rouge, blanc et bleu et donne un coup de poing en pleine mâchoire à celui qu'on appellera pour des raisons de monétisation le H. Ses créateurs, Joe Simon et Jack Kirby, sont également fils d'immigrés juifs et à ce moment précis, dans les sondages, 93% des Américains sont opposés à l'entrée en guerre. Le Bund germano-américain, qui est une organisation pro-nazie active aux États-Unis, organise des meetings rassemblant 20 000 personnes à Madison Square Garden. Simon et Kirby reçoivent des menaces de mort dans les jours qui suivent la sortie du numéro. Le maire de New York de l'époque, Fiorello LaGuardia, leur fait poster une protection policière. Et malgré ça, Captain America Comics numéro 1 se vend à peu près 1 million d'exemplaires. Et si on doit s'arrêter sur ce chiffre très rapidement, 1 million d'exemplaires, c'est énorme. D'autant plus pour un premier numéro de Comics Book en 1941. Et ça pose une question, qu'est-ce qui pousse des centaines de milliers de personnes dans un pays majoritairement opposé à la guerre à acheter en masse un dessin d'un homme en costume qui cogne le H? Eh ben, je pense pas exagérer en disant que ce n'est pas que du simple divertissement. On peut voir là-dedans une forme de prière laïque. Une prière imprimée à 10 cents pièce que des ouvriers et des enfants achètent parce qu'ils ont besoin de se raconter une histoire qu'ils n'osent pas se raconter eux-mêmes. L'histoire d'un pays qui finirait par se lever. On avance dans le temps et 11 ans plus tard, en 1949, un professeur de littérature, Joseph Campbell, publie Le héros aux 1001 visages chez Bollingen Foundation, puis réédité par Princeton University Press un peu plus tard. Campbell y formule une thèse qui va structurer 50 ans de récit occidental. Toutes les civilisations, depuis les mythes sumériens d'Inanna 4000 ans avant notre ère jusqu'au blockbuster hollywoodien, racontent la même histoire. Celle d'un individu ordinaire qui reçoit un appel, une quête, qui traverse une épreuve, qui revient transformé et qui rapporte à sa communauté un savoir qui va la sauver. Campbell appelle ça le monomythe, terme emprunté à James Joyce dans Finnegan's Wake, et il ajoute une observation qui nous intéresse ici. Chaque époque fabrique les héros dont elle a psychologiquement besoin pour traverser ce qu'elle doit traverser. Superman, c'était la réponse mentale d'une Amérique écrasée par le chômage. Captain America, c'était la réponse mentale d'une Amérique qui hésite à sauver l'Europe. Spider-Man, créé en 1962 par Stan Lee et Steve Ditko dans Amazing Fantasy numéro 15, c'est la réponse mentale d'une classe moyenne qui émerge et qui doit apprendre à accepter la responsabilité individuelle dans une société qui se complexifie. Les super-héros ne sont pas qu'un divertissement, ce sont des mécanismes de défense à l'échelle d'une civilisation. Alors, la vraie question, c'est pas de savoir pourquoi on a arrêté de faire des héros classiques. La vraie question, c'est de savoir de quoi une civilisation a besoin de se défendre quand elle préfère écrire un Homelander plutôt qu'un Superman. Et c'est là qu'il faut s'accrocher, car la réponse tient en 3 basculements. Pour le premier, on s'était dit un peu plus tôt que le mal d'aujourd'hui n'avait plus de visage, ce n'était plus un Lex Luthor avec son petit plan qu'un héros pouvait arrêter en une seule scène. Eh bien, il reste malgré tout une exception. Un dernier méchant qui fonctionne encore exactement comme dans les années 70, il a un objectif clair, un plan tout simple et même une adresse, il gagne énormément d'argent tout en ne faisant rien d'illégal, et la seule vraie différence avec un Lex Luthor, c'est que vous ne verrez jamais son visage, alors qu'en ce moment même, il a un dossier ouvert à votre nom. Ce méchant-là, on l'appelle un courtier en données, son métier, c'est de récupérer vos informations personnelles, votre nom, votre adresse, vos achats et vos coordonnées bancaires pour les revendre à qui veut les acheter. Et comme ces bases de données finissent régulièrement par fuiter, tout ça peut atterrir un jour entre de mauvaises mains et devenir le point de départ d'une arnaque ou d'une usurpation d'identité. Et c'est là qu'intervient Incogni qui soutient la chaîne. Avec eux, c'est très simple, vous créez un compte, vous les autorisez une seule fois à gérer les courtiers pour vous et à partir de là, ils réclament la suppression de vos données auprès de centaines de courtiers, encore et encore, puisque ces données ne cessent de réapparaître. Et si jamais un site précis s'amuse à vous exposer, l'option suppression personnalisée permet simplement d'envoyer le lien pour qu'un expert dédié le fasse retirer à votre place. Par rapport à d'autres menaces trop grandes et trop diffuses pour qu'on puisse y changer quoi que ce soit, Incogni permet pour une fois de vraiment vous défendre. Après tout, on ne peut pas vous atteindre si on ne peut pas vous trouver. Le lien est tout en haut de la description et avec le code LAGAN, vous avez 60% de réduction sur les offres annuelles, 30 jours satisfaits ou remboursés et c'est résiliable quand vous le voulez. Je vous encourage à au moins tester avec la période d'essai. Maintenant que ça c'est dit, on peut reprendre. Le premier basculement, c'est ce qu'on va appeler l'hyperinformation. En 1980, selon les travaux de Iciel de Solapool, qui est le premier chercheur à avoir mesuré rigoureusement la consommation d'informations d'une société moderne, l'Américain moyen consommait environ 7,4 heures d'informations par jour. Radio, télévision, presse papier,
tout le package inclus. En 2008, le Global Information Industry Center de l'Université de Californie San Diego, dans l'étude dirigée par Roger Bone et James Short, puis publiée en 2009, a mesuré ce même indicateur et a trouvé que l'individu moyen aujourd'hui consommait 11,8 heures par jour, 100 500 mots par jour, 34 gigaoctets d'informations par jour. Tout ça est évidemment à nuancer et je vous conseille plutôt de lire l'étude vous-même pour vous faire votre avis, mais on reste sur une augmentation de 140% du volume de mots consommés entre 1980 et 2008 et de 350% en octets. Et en plus, surprise, ces chiffres-là datent d'avant le smartphone de masse, d'avant la notification permanente, d'avant TikTok, d'avant le YouTube qu'on connaît aujourd'hui. En 2025, personne ne sait vraiment à combien on en est parce qu'on n'a plus de méthodologie capable de mesurer un flux aussi continu, en tout cas de ce que je sais. Et alors, qu'est-ce que ça change très concrètement pour la fiction ? Eh bah, dans le Superman de Richard Donner sorti en décembre 1978, le grand méchant, c'est Lex Luthor, et il a un seul plan. Il veut déclencher un tremblement de terre sur la faille de San Andreas pour couler la Californie et revendre le Nevada qu'il a acheté d'avance comme nouvelle côte ouest. Ouais, dans les années 70, les méchants savaient avoir des plans ultra simples et efficaces. Et on peut résumer le plot en une phrase: il y a un méchant qui a un vilain objectif et il y a une résolution possible et Superman arrive contre ce plan et il gagne. Maintenant, si on se met en situation réelle et qu'on s'amuse à essayer de résumer les problèmes qu'on a vu passer dans notre fil cette semaine, déjà, de façon non exhaustive, on a les Ouïghours, le Soudan, Gaza, l'Ukraine, les travailleurs philippins morts sur les chantiers du Qatar, les enfants dans les mines de cobalt du Congo, qui fabriquent la batterie du téléphone sur lequel on vient de lire les nouvelles et sur lequel tu regardes sûrement cette vidéo. Il n'y a plus de méchants uniques, il n'y a plus d'objectifs clairs, il n'y a plus de résolution possible, le mal est devenu systémique, diffus, partout, indémêlable. Et devant ce mal-là, aucun homme en cap ne peut rien faire. Un Superman qui débarque à Kiev ne règle pas l'Ukraine. Un Captain America à Gaza ne règle pas Gaza. Et le héros classique est devenu logiquement impossible parce que le mal a changé d'échelle et de nature. Ce qui nous amène au deuxième basculement, l'effondrement de la confiance institutionnelle. Et là, les chiffres sont plutôt vertigineux. Selon certaines données longues provenant d'un rapport qui a débuté en 1958 jusqu'à 2025, 77% des Américains déclaraient en 1964 faire confiance à leur gouvernement fédéral pour faire ce qui est juste la plupart du temps. Et devine quoi, en septembre 2025, ce chiffre est tombé à 17%, une chute de 60 points en 60 ans. En France, l'Edelman Trust Barometer de 2025, présenté au Forum économique mondial de Davos en janvier 2025 sur la base d'une enquête menée auprès de 30 000 répondants dans 28 marchés, révèle un chiffre encore plus waouh. Seuls 9% des Français interrogés pensent que leurs enfants vivront mieux qu'eux. 9%. Bon, déjà ça régale pour nous, et surtout c'est le score le plus bas de toutes les démocraties occidentales étudiées. Maintenant, on regarde les héros classiques avec ces chiffres en tête. Superman travaille au Daily Planet, il croit au journalisme, il collabore avec la police, il admire le président. Captain America représente littéralement le gouvernement américain. Batman, même dans sa version sombre des années 80, travaille avec le commissaire Gordon. En gros, ces héros fonctionnent parce que les institutions qu'ils servent sont crédibles. Le héros est le bras armé d'un système considéré comme juste, même imparfait. Et si on regarde maintenant les super-héros d'aujourd'hui, dans The Boys, l'antagoniste n'est même pas un individu, c'est Vought International, une multinationale qui fabrique des super-héros à des fins commerciales. Dans Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, publié en 12 numéros entre septembre 86 et octobre 87 chez DC Comics, et revenu au goût du jour récemment notamment via la série, le gouvernement américain utilise le Docteur Manhattan pour gagner la guerre du Vietnam de façon plutôt cradingue. Dans Invincible, Omni-Man, qui est l'incarnation même de Superman, est en fait l'avant-garde d'un empire galactique génocidaire qui planifie la soumission de la Terre. Bref, dans chacune de ses œuvres, l'institution n'est pas un allié du héros, l'institution est le méchant. Et quand l'institution devient le méchant, le héros qui la sert devient mécaniquement suspect. Et ça nous permet d'embrayer sur le troisième et dernier basculement, qui est la culpabilité du spectateur informé. Alors ça, c'est un peu plus intime, c'est un peu plus du pathos, et je pense que ça dépend vraiment de chacun, mais c'est le truc le plus puissant, c'est le fait qu'on sait. On sait qu'il y a des enfants qui meurent pendant qu'on regarde notre série, on sait que nos vêtements sortent probablement d'ateliers dont on trouverait les conditions révoltantes si on les voyait, on sait qu'on participe à faire de la merde pour la planète, on sait. Et malgré tout, on continue. Parce que faut bien vivre et surmonter nos propres problèmes individuels avant de régler ceux des autres.
C'est un peu ce truc dans les consignes lors de crash d'avion où il est important de mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres à mettre le leur. Mais le souci, c'est que ça produit en nous quelque chose, et ce quelque chose, c'est pas de l'indifférence. C'est une tension permanente, une dissonance cognitive entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, et face à cette dissonance, le héros sincère devient une sorte de reproche vivant. Un Superman qui sauve un chat dans un arbre en 78, c'est charmant. Un Superman qui sauve un écureuil en 2025, c'est déjà plus chiant à regarder. Alors, on préfère Homelander, parce qu'Homelander, lui, il est pire que nous. Et là, on va devoir entrer dans le cœur psychologique de cette histoire pour vraiment comprendre où on en est. Parce que ce qu'on vient de décrire, c'est pas qu'une impression subjective, c'est un phénomène étudié en psychologie clinique depuis plus de 30 ans et qui a plusieurs noms. Et accroche-toi ici, c'est vraiment important pour la suite. Alors, en 1995, un psychologue américain nommé Charles Figley, alors professeur à la Florida State University, publie un livre qui deviendra canonique, et où il y formalise un concept qu'il observe depuis les années 70 chez les vétérans du Vietnam, puis chez les psychothérapeutes, les infirmiers ou encore même les travailleurs humanitaires. Il l'appelle la fatigue compassionnelle. C'est une forme de traumatisme secondaire, on ne vit pas soi-même l'événement traumatique, mais on est exposé de façon prolongée à la souffrance des autres, et le cerveau humain, qui n'est pas spécialement conçu pour ça, se protège en éteignant progressivement la capacité de compassion. C'est pas par méchanceté, mais c'est plutôt par survie. Dans les années 2000, d'autres chercheurs étendent ce concept au-delà des soignants. D'abord aux journalistes de guerre, puis, avec l'arrivée des réseaux sociaux, à toute personne exposée de manière continue à des images de souffrance. Ce qui, très vite, signifie tout le monde. On passe de quelques centaines de milliers de professionnels à une population de plusieurs milliards de spectateurs permanents. La chaîne d'infos, le fil Twitter, les vidéos qui remontent dans le TikTok. Chacun d'entre nous est exposé aujourd'hui, chaque jour, à quasi autant de souffrances humaines qu'un médecin sur le front en 1915, et là j'abuse, je le sais. Le deuxième concept, et c'est peut-être le plus dur, c'est ce qu'on appelle en français l'anesthésie psychique, qui a été forgée en 1967 par le psychiatre Robert J. Lifton dans son ouvrage sur les survivants d'Hiroshima, qui lui vaudra le National Book Award en 1969. Lifton étudiait les sauveteurs qui déblayaient les ruines d'Hiroshima, et je sais pas si toi aussi tu t'es un jour posé la question, mais je me suis souvent demandé, en cas de guerre, si je devais débarrasser les corps, en fait je sais pas si je pourrais supporter la vision, l'odeur, etc. Ouais, j'ai le cerveau malade de penser à ce genre de truc. Mais en gros, Lifton, lui, il a observé que ces hommes, au-delà d'un certain seuil de cadavres, cessent en fait tout simplement de ressentir. C'est pas du cynisme, c'est pas un choix moral, c'est un mécanisme neurologique de protection. Et d'ailleurs, 40 ans plus tard, en 2007, Paul Slovich, professeur à l'université de l'Oregon, mène des expériences qui vont devenir des classiques. Il mesure en argent réel ce que les gens sont prêts à donner pour sauver une vie, puis 2 vies, puis 50, puis 5000, et il a découvert une chose folle, la compassion humaine atteint son maximum quand la victime est une. Un visage, un prénom, un enfant identifiable, bref, à partir de 2 victimes, la compassion commence à décliner, à partir de 10, elle s'effondre, et à partir de 1000, on est sur une statistique abstraite. C'est la fameuse citation qu'on connaît tous, la mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique. Ce qui veut dire que le cerveau humain n'est pas équipé, ou en tout cas pas bien équipé, pour ressentir la souffrance de masse. Paradoxalement, plus il y a de morts, moins on a mal. Et je trouve qu'une autre phrase qui résume bien ça, c'est le fait que les représentations numériques des vies humaines ne transmettent pas nécessairement l'importance de ces vies. Puis, le troisième concept est peut-être le plus intéressant dans ce que ça dit de nous. En 1999, Albert Bandura, professeur à Stanford, l'un des 4 ou 5 plus grands psychologues du XXe siècle, publie un article de 70 pages intitulé « Désengagement moral dans la perpétration d'inhumanité ». Bandura y décrit 8 mécanismes cognitifs par lesquels des humains normaux, moralement sains, arrivent à se déconnecter de leur propre sanction morale pour pouvoir coexister avec l'inhumain. Parmi ces 8 mécanismes, 3 nous concernent directement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le déplacement de responsabilité. C'est quand on va se dire que c'est pas à moi de faire les choses, c'est déjà au gouvernement, aux institutions, etc. Le second, c'est la diffusion de responsabilité. Ça, c'est quand on se dit, on est 8 milliards, qu'est-ce que je peux changer à titre individuel? Et enfin, le dernier, c'est la minimisation des conséquences. Et là, c'est quand on se dit, par exemple, de toute façon, ces gens-là se font la guerre entre eux depuis toujours, c'est pas nouveau. Et Bandura démontre, étude à l'appui, que ces mécanismes ne sont pas des traits de caractère. Ce sont des outils cognitifs que tout humain active quand le poids moral de ce qu'il voit dépasse ce qu'il peut porter. Et si on s'amuse à être encore plus concret,
Si on scrolle sur Instagram un samedi après-midi et que sur l'écran apparaît une photo d'un enfant malade à Gaza, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, à moins d'avoir aucune empathie, on ne peut pas ne rien faire. Alors en une fraction de seconde, on active une sorte de combinaison magique. On commence par se dire que c'est pas à moi de régler ça, c'est un conflit politique. On se dit qu'il faut peut-être penser à donner de l'argent plus tard. On se dit évidemment, oh les pauvres. Et enfin, on se dit que de toute façon, c'est insoluble par nous-mêmes, ça dure depuis des décennies. Donc on swipe. Et le reel suivant, c'est une vidéo de chat, donc on rit. Et voilà, en 6 secondes, on vient d'utiliser 3 des 8 mécanismes décrits par Bandura en 99 pour traiter cognitivement un génocide documenté. Pas parce qu'on est mauvais, mais parce que c'est la seule façon dont notre cerveau peut éviter une forme d'effondrement. Maintenant, on superpose ces 3 couches. Fatigue compassionnelle, anesthésie psychique et désengagement moral en bas. On obtient alors un spectateur, nous, qui face à un film comme Superman en 2025, ne peut plus ressentir la catharsis que ressentait une salle entière en 1978. Pas spécialement parce que le film est moins bon, mais surtout parce que la catharsis suppose une capacité de croire et que cette capacité a été érodée par 4 décennies de surexposition. Et face à cette érosion, la culture a découvert qu'il existait un anesthésiant extraordinairement efficace, c'est le cynisme, voire même la satire. Et sur ça, plusieurs études en psychologie sociale, notamment les travaux d'Olga Stravrova de l'université de Tilburg, publiés en 2019, démontrent que le cynisme fonctionne comme un mécanisme de protection contre la déception répétée. Si on croit que Superman existe, et qu'il laisse des enfants mourir de faim, ça fait chier. Si on croit qu'Homelander est la norme, on est vite soulagé, parce qu'on n'est pas pire que lui. Homelander ne peut pas nous décevoir, on n'a jamais cru en lui. Bref, la satire du héros est une forme de médicament. Ça nous protège du scandale d'espérer. Mais il faut s'arrêter ici une seconde, parce que si l'idée c'est qu'on serait simplement devenu cynique, que The Boys ou Invincible seraient juste des œuvres méchantes, des œuvres qui détruisent le super-héros par plaisir, la conclusion serait plutôt éclatée. Et surtout, c'est pas ça. Ou plus exactement, ça c'est que la surface. Regardons vraiment ce qu'on aime dans ces séries. Dans The Boys, qui est-ce qu'on suit? C'est pas Homelander. Homelander, c'est le méchant et personne ne s'identifie à lui, enfin j'espère. On suit Yui, petit vendeur d'électromécanique sans pouvoir qui vient de perdre sa copine. On suit Annie qui est Starlight qui découvre que l'institution héroïque qu'elle admirait depuis l'enfance est pourrie. On suit Kimiko qui ne parle pas, qui a été torturée et qui essaye d'apprendre à aimer à nouveau. Bref, on suit des gens qui n'ont pas de super pouvoir du cosmos de l'infini. Ils ne sont pas en costume ou alors c'est pas spécialement leur étendard. Ils ont surtout en commun le fait qu'ils refusent de se taire et qu'ils refusent de laisser passer les horreurs. Et à leur échelle, avec ce qu'ils ont, ils résistent. Dans Invincible, qu'est-ce qui nous bouleverse vraiment dans la saison 1 ? C'est pas Omniman qui massacre les autres héros, c'est le moment où Mark choisit de ne pas devenir lui. Le moment où l'adolescent, face à un père devenu monstre, décide que l'héritage ne sera pas une fatalité. What will you have after 500 years? I still have you. Et que son père n'est pas celui qu'il dit qu'il est. Et à côté, dans Dispatch, le jeu, qu'est-ce qu'on joue? On joue un ancien héros qui est obligé de réhabiliter 8 anciens super-vilains. Et le cœur du jeu, le moteur narratif, c'est pas de les punir, c'est vraiment la rédemption. C'est des réponses à des questions comme est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'un monstre peut devenir autre chose? Etc. 4 millions de joueurs ont passé des dizaines d'heures à répondre à ces questions. Alors oui, je pense que la satire et le cynisme contemporain, c'est un déplacement des valeurs qu'on veut voir représentées. Le héros classique, Superman ou Captain America, incarnait des valeurs d'institution, servir son pays, respecter la loi, faire confiance au système. Mais nos héros contemporains, eux, incarnent des valeurs d'individus. Refuser l'obéissance quand l'institution devient folle, choisir sa propre morale contre son héritage, croire à la rédemption même pour ceux qui ont fait le pire. Ce n'est pas qu'on ne croit plus à rien, c'est qu'on ne croit plus aux mêmes choses. On a arrêté de croire aux costumes, aux drapeaux et aux hymnes, et on a commencé à croire au choix individuel, à la vulnérabilité assumée, à la possibilité qu'un sale type redevienne quelqu'un de bien. C'est moins flamboyant, c'est moins facile à filmer, mais c'est d'autant plus sincère, et c'est peut-être même plus exigeant. Le risque, c'est quand ce déplacement de valeur bascule vraiment dans le cynisme à 1000%. Quand on ne supporte plus aucune forme de sincérité, même individuelle, quand on a besoin que tous les personnages mentent, trichent, s'effondrent, parce que la droiture elle-même est devenue suspecte. Là oui, on tombe dans ce qu'on pourrait appeler l'anesthésie psychique. Mais les grandes œuvres récentes ne sont pas dans cet état-là. Elles sont dans un état intermédiaire qui est, je pense, plus intéressant. Elles nous disent, les institutions, on n'y croit plus autant, mais les gens, parfois, si. Et je suis peut-être allé un peu loin. Donc maintenant, je vais clairement répondre. Est-ce que les super-héros sont morts? Et honnêtement, j'ai pas qu'une, mais 5 réponses à proposer.
La première, c'est que non, les super-héros ne sont pas morts, ils traversent simplement un cycle qu'ils ont déjà traversé une fois. Dans les années 50, les comics étaient accusés de corrompre la jeunesse et ils vont subir une forme de censure qui va les asphyxier jusqu'à la fin des années 50 où la renaissance va se faire grâce à Flash en 1956, puis les 4 Fantastiques en 1961. Avant qu'à nouveau, Moore les tue symboliquement avec Watchmen en 86, avant qu'ils soient ressuscités par des films comme Spider-Man de Sam Raimi ou les Batman de Nolan avant l'explosion du MCU en 2008. Si cette lecture est juste, on est dans le cycle en baisse et ils reviendront, mais sous quelle forme? Là, on ne le sait pas encore. La deuxième réponse est plus politique. Peut-être que les super-héros ne sont pas morts, mais que ce qui est mort, c'est l'idée qu'on avait besoin d'eux. Croire à des surhommes qui sauvent le monde, c'était peut-être un luxe de civilisation dominante, une fantasmagorie d'après-guerre où l'Amérique pouvait se rêver en super-pouvoir bienveillant, mais le fait qu'aujourd'hui on préfère un petit Yui, c'est-à-dire le civil, le type sans pouvoir qui choisit quand même d'agir, c'est peut-être pas un déclin moral, c'est peut-être même un progrès. Ce qui meurt dans cette lecture, c'est pas l'héroïsme, c'est l'idée qu'il faut des surhommes pour que le bien advienne. Ensuite, la troisième réponse est clairement plus économique. Ce qu'on appelle la mort des super-héros, c'est peut-être pas la fin d'un mythe, c'est la fatigue d'un produit industriel qu'on a arrêté d'acheter. Les héros, eux, ne sont pas morts. Ce qui est mort pour le moment, c'est peut-être le trop-plein de suites, remakes, reboots, bref, tout l'aspect commercial à côté. La quatrième réponse, elle, est plus d'ordre anthropologique. Si on reprend Campbell, chaque civilisation fabrique les héros dont elle a psychologiquement besoin. Donc si on produit aujourd'hui des Homelander, des Omni-Man, des Rorschach, c'est pas parce qu'on est devenu mauvais, c'est peut-être qu'on a besoin collectivement de voir tomber des figures qu'on a adorées. Comme un rite de passage, une culture qui déconstruit ses héros, c'est peut-être une culture qui se prépare à en accueillir de nouveaux. Dans cette lecture, la question n'est pas est-ce qu'ils sont morts, c'est est-ce qu'on est en train de faire notre deuil à travers eux. Et enfin, la cinquième réponse, et c'est peut-être la plus dérangeante, c'est que peut-être que la question en elle-même est piégée. Un super-héros mort, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'un héros existe que dans le regard de celui qui l'observe. Homelander, c'est pas un méchant dans l'absolu. Il est méchant pour nous parce qu'on a décidé que c'était ça, être méchant. Enfin, tu m'as compris, évidemment que le gars est une merde. Mais la vraie question, dans cette lecture, ce n'est pas est-ce que les super-héros sont morts, c'est qu'est-ce qu'on est en train de regarder quand on les analyse. Et la réponse à ça, personne ne peut la donner à notre place. Aucune de ces 5 lectures n'est fausse, aucune n'est complète non plus, et elles ne se contredisent pas vraiment, elles s'empilent. Et au bout du compte, la question n'était peut-être pas de savoir si les super-héros étaient morts, la question, c'était de savoir ce que notre réponse à cette question allait révéler de nous. Parce qu'au bout du compte, Superman, Captain America, Spider-Man, c'était pas des personnages, c'était des miroirs, à 10 cents pièce d'abord, à 15 € la place de cinéma aujourd'hui. Petit moment philo à 2 balles, mais ce qu'on lit dans un super-héros, ça a jamais été à l'écran, ça a toujours été en nous. Et la seule question qui compte vraiment, c'est peut-être celle-ci. Si les super-héros sont un miroir, qu'est-ce qu'on y voit aujourd'hui? Salut.